au sein du Forum d'El Moudjahid, un journal ô combien historique et important. On a grandi avec nos parents et jusqu'à maintenant on le lit tous les jours. Merci pour tout ce que vous faites au quotidien. Comme vous savez tous, depuis le mois de juin, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être élu président du Forum des chefs d'entreprise. Les grands chantiers sur lesquels on s'est appuyé pendant la campagne et sur lesquels aujourd'hui nous entamons notre plan d'action sont des chantiers liés principalement à la transformation bien sûr de l'organisation. Vous savez, toute organisation est appelée à un certain moment à s'adapter, à changer par rapport au contexte. Et quand je parle de transformation n'est pas forcément oubli de l'acquis du forum. Le forum existe depuis 20 ans. Et nous en sommes très fiers avec ce qui a été fait jusqu'à maintenant par l'organisation. Et bien entendu, il y a des choses peut-être à corriger d'une manière profonde, rompre avec. Ça, on le fait d'une manière complètement transparente et courageuse. Aujourd'hui, les grands chantiers sur lesquels on s'attale et toute l'équipe du forum est mobilisée, c'est principalement revenir à notre rôle qui est force de proposition, accompagner peut-être réellement, faire porter la voix des chefs d'entreprise qui sont surtout aujourd'hui en difficulté dans différents secteurs de l'économie. J'aurai le plaisir peut-être à répondre sur des questions précises par rapport à ça. Les autres chantiers, bien sûr, la défense réellement de l'entreprise, la PME, les grandes entreprises. Avant, on parlait d'acteurs économiques tout simplement. Aujourd'hui, on essaye de mettre les deux types d'entreprises parce qu'ils ont d'autres particularités. Les PME, bien sûr, qui représentent aujourd'hui, juste pour rappel, 95% de notre tissu économique en Algérie, ont des particularités, sont très vulnérables, sont très à la page avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les métiers de demain. On doit bien sûr être apte aujourd'hui à accompagner ces entreprises, ce type d'entreprise, et puis réellement créer l'espace d'écoute, d'échange et porter leurs revendications et leurs problèmes pour qu'on puisse réellement être dans notre rôle qui est force de proposition. Les grands groupes, bien sûr, il faut les écouter, il faut les accompagner, il faut les défendre. On a des champions, ils sont très importants pour nous et on en a besoin de centaines encore dans différents secteurs. L'acteur féminin est un point important pour nous. Et juste pour dire, on ne fait pas de différence aujourd'hui entre chefs d'entreprise, hommes et femmes. Pour nous, c'est un acteur économique, point. Cependant, bien sûr, qu'on leur fait un espace à eux, dédié à eux, pour les écouter et défendre leurs intérêts. Ça a toujours été fait au sein du forum. C'est quelque chose qu'on va renforcer, avec laquelle on va aller encore plus à l'avant. La délocalisation ou la décentralisation de l'action est une priorité. Vous savez que le forum, juste pour rappel, et je dirais on peut être très fier avec ce qui a été fait depuis la création du forum, parce qu'on a des délégués dans l'ensemble pratiquement des wilayas. C'est quelque chose d'important pour nous, parce que ça reprend notre action au niveau central en région, et surtout qu'on a l'écoute, on a l'écho, je dirais, de ce qui se passe au niveau des wilayas, au niveau régional, pour qu'on puisse adapter réellement notre stratégie par rapport à des propositions, par rapport à de la formation adaptée, par rapport à des actions en région. Tout ça, c'est important pour nous, c'est un acquis qui est important. On va bien entendu le renforcer, aller plus vers la décentralisation, aller plus vers l'écoute au niveau local. Et puis, surtout, je pense, le message était fort parce que le conseil exécutif aujourd'hui du forum est complètement changé parce que il est composé aujourd'hui de plus du tiers. On a 35 membres au sein du conseil exécutif et il est plus de tiers des délégués de wilaya. Je pense que ça, c'est quelque chose de nouveau au sein du forum. Ça, c'est une des actions principales de la transformation de l'organisation. L'autre axe peut-être qui est important, qui est les jeunes. Vous savez très bien qu'au sein du forum, nous avons une entité forte, puissante, qui s'appelle le GIL, FCE. C'est un espace dédié aux start-up, dédié aux jeunes qui sortent de l'université, qui viennent dans le milieu de l'entreprise. Et bien sûr, ils ont d'autres espaces à eux, qui n'est pas forcément d'autres revendications, d'autres questions, d'autres problématiques qui sont propres à ce type d'entreprise, qui sont très importants pour les économies. On voit un peu ce qui se passe autour de nous, dans des modèles qui sont inspirants pour nous.
Beaucoup de moyens ont été mis en place pour soutenir l'action des jeunes chefs d'entreprise. C'est quelque chose au sein du forum qui va être renforcé. Et bien sûr, on va aller encore plus à l'avant, à écouter, à créer des espaces, à les associer. Il n'y a pas de différence aujourd'hui au sein du forum d'un membre jeune ou d'un membre, je dirais, senior ou moins jeune. Mais juste la problématique, elle doit être adaptée par rapport à ça. Ben, l'action, je dirais, à l'accompagnement des chefs d'entreprise à l'export, ça c'est un axe important. C'est une même priorité aujourd'hui au sein du forum. Réellement, ça peut être une alternative réelle à la relance de l'économie et surtout à l'international. Vous savez, quand on exporte, on fait rentrer de la devise. Et vous savez tous aujourd'hui que la devise se fait rare et se fera encore plus rare. Tous les experts vous diront qu'un pétrole à $100 et $80, c'est fini. Parce qu'il faut tout de suite s'adapter. Et quand on compare un peu ce qui se passe chez nos voisins, sans honte, hein, il faut le dire, hein, c'est des modèles aujourd'hui inspirants. On parle de plus de 20 milliards ou 25 milliards d'exportations hors hydrocarbures et un autre voisin a plus de 6 à 7 milliards hors hydrocarbures. C'est fait principalement par des privés. Et nous sommes très très loin de ces chiffres-là. Il faudrait mettre en place une dynamique réelle, priorité centrale au sein du forum, l'accompagnement à l'export. La formation, je pense que c'est un axe qui est important. On a eu le plaisir hier de lancer notre premier cycle de formation auprès des jeunes. Pour rappel, c'est des formations qui sont adaptées par rapport aux besoins. C'est des besoins qui viennent par rapport à nos membres. Et puis nous, on s'adapte par rapport à ça. Et c'est un service aux membres, bien sûr, qui va être accentué, qui va être renforcé à l'avenir. Les services aux membres, d'une manière générale, c'est quelque chose qui a toujours existé au sein du forum. Comme je suis membre du forum, qu'est-ce que j'ai à gagner ? Et là, on parle de services aux entreprises réellement, parce que ça sert l'ensemble de la communauté d'affaires. Quand on fait des analyses et on les rend publiques, ça sert l'ensemble des acteurs économiques et pas forcément nos membres. Et bien sûr, notre priorité est donnée à nos membres à travers des services directs, différents services. Ça, je pense on aura l'occasion d'en parler. Et puis, d'une manière générale, repenser complètement notre modèle, repenser complètement notre gouvernance, s'adapter, se corriger avec beaucoup de transparence, dire les choses qui n'ont pas forcément été bonnes, et puis aller les changer. Ne pas reproduire les mêmes erreurs, ça c'est quelque chose d'acté. Je pense un peu à l'engagement apolitique, qui est le premier engagement aujourd'hui de l'organisation, et c'est le nouveau ADN de l'organisation. Vous ne verrez plus jamais le forum des chefs d'entreprise s'immiscer dans d'autres choses que l'économique et uniquement l'économique. Ça, c'est quelque chose d'acté, validé par l'Assemblée générale, et c'est aujourd'hui le langage qui est porté par l'ensemble de nos membres et l'ensemble de nos instances. Bien sûr, quand on dit apolitique, juste pour éclaircir, nous ne sommes pas apolitiques, nous ne sommes pas antipolitiques, nous ne sommes pas dans la confrontation, nous sommes complètement dans la construction d'un dialogue transparent où nous avons cette autonomie, cette liberté de dire non quand il faut et dire oui et appuyer l'action des décideurs et du gouvernement quand il faut, et on le fera avec courage et on le fera avec transparence. Ça, c'est un point, je pense, très important au sein de l'organisation sur lequel on s'appuie, et ça fait le consensus au sein de tout l'ensemble des membres. C'est quelque chose, je pense, qui a été accepté, demandé, et bien sûr, aujourd'hui, moi, j'ai la responsabilité, je suis comptable, bien entendu, envers l'organisation et envers l'ensemble de nos membres, de toute l'action qui va être portée par le forum à l'avenir. Grosso modo, ça, c'est les grands axes. Je peux en parler sur des événements futurs que nous sommes en train d'organiser. Vous savez que le forum a toujours organisé une fois par an un rassemblement qu'on appelait Université d'été. C'est quelque chose qui va être maintenu. D'ailleurs, vous serez tous invités à partager avec nous le 12 octobre prochain. On va vous envoyer des invitations pour assister avec nous à ce premier rassemblement des chefs d'entreprise. Sur lequel c'est une rencontre entre membres, entre chefs d'entreprise pour parler d'une manière complètement décontractée et directe de l'actualité, des problèmes, des questions qui fâchent des fois, mais sans aucune, je dirais,
arrière-pensée derrière, mais on est vraiment dans un esprit constructif. On est réellement dans une démarche de trouver des solutions, des alternatives à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est un peu l'esprit qui anime aujourd'hui l'ensemble de la gouvernance au sein du forum, l'ensemble de nos membres et bien sûr l'organisation d'une manière générale. Bien sûr, on a une action importante au sein du forum qui est juste qu'on appelle FCE international ou FCE, qui parle un peu de notre démarche à l'étranger, les événements importants sur lesquels nous allons porter la voix, je dirais, des chefs d'entreprise et parler d'économie algérienne et aussi d'opportunités. Malgré tout, il reste des opportunités dans notre pays et c'est le message sur lequel on a. Et bien sûr, nos Algériens d'ailleurs, j'aime pas trop utiliser le mot diaspora, mais c'est des Algériens à part entière qui vivent à l'étranger. Il faudrait leur donner leur place comme il faut et les écouter. On les a vus un peu ce qu'ils ont fait au foot. Je pense que c'est un modèle inspirant pour nous tous. Et ça, c'est des grands chantiers. Mais après, je peux vous en parler pendant 2 heures, si vous voulez. Mais je préfère répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous poser l'ensemble des questions, mais vraiment sans protocole, quoi. N'hésitez pas. Merci à vous tous. Ils se battent aujourd'hui beaucoup, hein, on a des témoignages qui sont là, vivants. Ils se battent comment, réellement, je maintiens mes employés, car ça devient, il les connaît par leur prénom et tout ça. Mais la question, bien sûr, pendant combien de temps? L'autre poids, de l'autre côté, qui est comme une guillotine, à la fin du mois, elle baisse, hein, elle descend. Vous savez, c'est les différentes caisses, CNAS, Krasnos, Kakobat, et j'en passe. Peut-être, vous savez... une situation exceptionnelle, il faut penser peut-être à un moratoire, un échéancier, peut-être à complètement faire un geste très fort envers cette communauté d'affaires et cette filière-là qui est la filière qui emploie le plus aujourd'hui, et surtout en région. Parce que quand quelqu'un soumissionne, il prend un chantier à Tamanrasset, il ne va pas forcément ramener ses employés du Nord. Il va les recruter en local. Et l'impact, des fois, il est très, très important sur les emplois en région et en wilaya. Parce que moi, je pense un des premiers messages clés ou positifs à donner peut-être par les décideurs aujourd'hui, c'est d'aller peut-être revoir la manière dont cette pression, je dirais, des caisses, qui est importante, c'est pas pour dire que ne pas cotiser du tout ça. C'est que peut-être ils ont toujours cotisé pendant des années, mais aujourd'hui ils vivent une situation exceptionnelle. Peut-être ça peut être une solution pour préserver les emplois. Et puis dans d'autres, qu'est-ce qu'on plaide nous au sein du forum, c'est complètement l'ouverture. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on ait des secteurs complets qui dépendent d'une autorisation, qui dépendent de 3-4 acteurs. On a créé des monopoles pour rien. Aujourd'hui, on voit que réellement, sur le plan économique, qu'est-ce que ça a apporté? Rien. Qu'est-ce que ça a apporté? Rien du tout. Bien au contraire. Mais d'une manière courageuse, c'est de repenser complètement la manière dont les choses se faisaient au préalable, d'ouvrir complètement des secteurs qui doivent être ouverts aujourd'hui. Penser aux services, par exemple, c'est des secteurs qui sont fermés, qui dépendent d'une armada d'autorisation et de différents agréments. Bon, je pense qu'il faut alléger complètement la procédure. Créer une entreprise ne doit pas être un frein, bien au contraire, ça doit être un acte très léger, très facile. Et il y a des modèles, nous n'allons pas inventer la roue, hein. Il y a des choses qui existent ailleurs, qu'on peut tout de suite copier, baser, débureaucratiser, je dirais, l'acte d'accompagnement des investisseurs. Il faut mettre les services de la digitalisation aujourd'hui au service de nos investisseurs, de nos chefs d'entreprise, acteurs étrangers ou nationaux, il n'y a pas de différence, mais réellement trouver des solutions pour alléger la lourdeur administrative qu'aujourd'hui, je ne vais pas dire le premier ennemi réellement de la croissance, mais c'est une réalité qui est là, amère, que le chef d'entreprise vit au quotidien. Aller avoir une autorisation, c'est compliqué. Et j'imagine maintenant, cette période, on n'a pratiquement aucun, je dirais, l'administration est complètement aujourd'hui sclérosée. On a des retours très négatifs de la part des membres de l'ensemble des wilayas où ils ont des problèmes pour avoir leur permis de construire, pour avoir leur petite autorisation qui d'habitude était juste une formalité. Malheureusement, aujourd'hui, il y a cette lourdeur administrative. Il faut réellement trouver une solution en urgence à tout ça.
ils ont pris. Donc j'ouvre la séance des questions avec mes confrères journalistes. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, allez-y. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عمر حمادي جريدة الجزائر. أستاذ حبيت نستفسر فقط فيما يخص ضريبة على الثروة التي سيتم إقرارها بموجب العام المالي 2020. يعني أن شفنا هذه الضريبة كانت مقترحة في مدة عندها على ما أظن سنتين. يعني هناك أثير حولها الجدل يعني فيما يخص قيمة هذه الضريبة وشحال يعني منهم رجال الأعمال المعنيون بها. سنشوف انه هناك خلاف او جدل حول قيمه يعني الضريبه يعني على من ستتم يعني يعني رجل الاعمال شحال يكون عنده اموال باش تتم الضريبه عليه يعني القيمه تاعها هذا من جهه. من جهه اخرى يعني هناك يعني ما مدى مساهمه هذول رجال الاعمال في الثروه. شكرا. شكرا جزيلا. الضريبة على الثروة يعني حقيقة احنا في انتظار النص الكامل المقترح الكامل من طرف في قانون المالية. بعد ما يكون عندنا المقترح الكامل احنا on va bien entendu prendre position par rapport à ça. ولكن اليوم انا نظن الضريبة او زيادة في الضريبة يعني بصفة عامة في الحال اللي راهو عايشوا اليوم الاقتصاد الجزائري انا نظن هذا يكون لعله رسالة سلبية للاقتصاد بصفة عامة. ولكن احنا ضريبة على الثروة احنا on peut pas se prononcer aujourd'hui, il faudrait qu'on ait le détail mais sur ça on va se prononcer. mais القيمة تاعها كم تكون كم الآخر أيضا هذه نقطة أنا نظن نتكلموا فيها عندما يكون عندنا النص الكامل أو الاقتراح الكامل تاع القانون. بس اليوم ما عندنا هذا الاقتراح. عندنا يعني معلومات اللي تخرج في عبر يعني الواد فينانس اللي اليوم ما شفناهاش. احنا عندما يكون عندنا النص الكامل لقانون المالية التكميلي بعد ما يكون عندنا هذا القانون احنا نعملوا يعني لي زاناليز تاعنا مع الاخصائيين و on va prendre position bien sûr par rapport à ça. Oui. Attendez le micro s'il vous plaît. Le micro. معليش لا. J'avais souffert à 2 mois et demi après votre installation. Je serais très curieux ou intéressé de savoir le FCE c'est combien d'adhérents exactement? Vous êtes? Le FCE. Et vous êtes? Présentez-vous s'il vous plaît. Pardon. Excusez-moi. J'ai l'invitation à reporter, excusez-moi. Je voudrais savoir ça. Très bien. Le FCE c'est combien d'adhérents aujourd'hui? Très bien. Ben, vous savez, nous, au sein du forum, on ne fait jamais le bilan de nos membres pendant l'année. Je peux vous donner, on le fait toujours à la fin de l'année comme tout bilan, mais aujourd'hui, le FCE est fort de aux environs 4000 membres. Hein. Et on a aujourd'hui, on est très content, juste pour vous rassurer, on a des membres qui reviennent et on a pratiquement tous les jours des nouvelles adhérents, de demandes d'adhésion, et nous sommes très contents. Alors juste pour rappeler, il y a eu quelques membres qui ont démissionné, mais c'est 1 pour 1000, ça représente 40 membres, et on est encore content parce que beaucoup d'entre eux sont revenus. Mais je vous répondrai à la question en début d'année. Merci. Autre question? Oui. Allô, Félix, journaliste chaîne RTV. Moi, M. Arlé, vous revenez tout juste d'un voyage d'affaires en Espagne. Que pensent les Espagnols du climat des affaires en Algérie en vue de tout ce qui se passe en crise économique et politique? Très bien. Merci beaucoup. Effectivement, nous rentrons d'un voyage, d'une mission d'affaires en Espagne qui était très fructueuse parce que nous allons rencontrer l'équivalent, nos homologues là-bas, qui est le COE. Juste pour rappel, le COE, c'est 1 700 000 membres. L'importance d'un patronat là-bas. Et ce qu'ils pensent, ils voient l'opportunité. Eux, ils ne pensent pas. Ils voient l'opportunité, la pertinence. C'est des chefs d'entreprise. Et nous, notre rôle, c'est de les rassurer, de les accompagner réellement pour porter... parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup... le bilan est complètement négatif par rapport aux IDE venant de tous les pays. Si je parle de l'échange que j'ai eu avec le COE, la présidente du COE, il y a de l'espoir. Juste, bien sûr, il y a des questions
d'ordre réglementaire, d'éclaircissement. Et le capital, vous savez, le bailleur de fonds est peureux, le bailleur de fonds. C'est pas forcément courageux. Ils pensent, ils repensent, ils analysent, ils analysent encore une deuxième fois. Notre rôle, en tant que forum des chefs d'entreprise, c'est réellement de faire des actions pour convaincre ces chefs d'entreprise et capter leur capital. Notre but, c'est ça. Et le but de cette mission, je pense que c'est une mission réussie parce qu'on a eu quand même de l'écoute. On a eu pas mal de rencontres avec les responsables. Et surtout, on a eu, personnellement, j'ai intervenu lors d'un panel avec une audience importante de chefs d'entreprise, journalistes et tout, pour parler un peu des opportunités, de l'avenir de l'Algérie, parce qu'il ne faut pas voir que le côté négatif. Vous savez, il y a des secteurs clés, secteurs à forte valeur ajoutée, où on peut faire une croissance à 2 chiffres pendant au moins 10 ans dedans, qui n'ont même pas démarré. Pensez à l'agriculture, l'Espagne est un bon modèle. Pensez aux métiers d'avenir, le digital, les start-up, les services, l'immobilier et tout ça. Tous ces secteurs où vraiment, le tourisme, ou tous ces secteurs où l'Espagne, quand même, ils ont des références. Et pour nous, on est complètement gagnant à avoir une alliance avec eux. C'est pour ça que nous allons ensemble créer le Conseil d'affaires algéro-espagnol, porté par le Forum du côté algérien et porté par le COE du côté espagnol. Et cet espace sera réellement une locomotive pour drainer des chefs d'entreprise espagnols, répondre à leurs questions, être vraiment à l'écoute et d'accompagner ces chefs d'entreprise. On pense à organiser un forum algéro-espagnol aussi en début d'année prochaine, Inch'Allah. Et on vous tiendra au courant par rapport à ça. Monsieur Abili, l'abrogation de la règle 49-51 pourrait attirer plus de partenaires étrangers malgré la situation économique? Oui, mais maintenant, bien sûr, c'est une bonne étape. Il en reste beaucoup à faire. C'est un bon déjà signal positif envers les investisseurs. Les investisseurs, c'est à nous d'aller les chercher, madame. C'est pas à eux. Ils font pas la queue à l'extérieur et nous, on dit oui ou non. Ben, les gens ne viennent pas. C'est à nous d'aller convaincre. Et notre rôle au sein du forum, c'est, à notre bien sûr petite échelle, de vraiment expliquer, rassurer, multiplier les rencontres bilatérales, recevoir des chefs d'entreprise, recevoir des délégations et réellement les mettre en relation, leur expliquer réellement. Pour répondre à votre question, oui, c'est déjà rassurant. Des questions? Oui? Le micro. فيما يخص يعني تقاعد مسبق، يعني كان هناك حديث حول عودة هذا يعني مطالب بعودة هذا القانون يعني تقاعد مسبق، يعني ما موقف المنتدى الأسيوي من هذا؟ يعني هل أنتم طالبوا الحكومة إرجاع هذا التقاعد المسبق؟ يعني ما هو موقفكم في حال تم استشارتكم؟ الثاني فيما يخص المؤسسات العاجزة، يعني نشوف أنه هناك عدة مؤسسات تضررت من الأزمة المالية. يعني لو تعطينا احصائيات حول يعني المؤسسات التي تضررت بفعل الازمه الماليه. شكرا. السؤال الثاني متعلق ما هو عدد يعني او المؤسسات التي هي حقيقه في ازمه او تسببت في ازمه بعد ما عشناه هذه السنوات 2 سنوات و3 سنوات الاخيره او من 2014. يعني الازمه ما بداتش من 2019 او 18 عده سنوات. واليوم كل ما رانا عايشينه اليوم في الجزائر ادى الى انه الازمات لعله تطورت. كل ما عايشينه من الجهه الاقتصاديه، نحن نتكلموا عن الاقتصاد مش حاجه اخرى، ادى انه هذه الازمه يعني كبرت ولت عندها اثار جد سلبيه على الاقتصاد بصفه عامه. الاعداء يعني الارقام لعله الارقام يعني تتغير. احنا الارقام اللي عندنا انه في ميدان البناء والري وكل ما علاقه بي تي بي اش انه يتكلموا على اكثر من 50,000 متعامل اقتصادي اللي غلق، و 50,000 عامل يعني. وهذه في بعض ولايات الشمال. ما عندناش العدد يعني الحقيقي بكل الجزائر، ولكن الناس ترى تتكلم اليوم عن ما يقارب 300,000 عامل اللي راهو
في البطاله اليوم بسبب هذه الازمه. وعندما نتكلم عن 300 عامل يعني لو نذكر الارقام التي نصت من طرف CNRC المديريه العامه للسجل التجاري، راهم يتكلموا على في 3 أشهر ما يقارب 50,000 يعني سجل تجاري لسحب يعني من النشاط. النقطة الأولى اللي تتكلم la retraite. Moi, je pense que je n'ai pas d'éléments sur ça, mais on revient sur vous. On n'a pas eu le temps d'analyser ça, mais on reviendra certainement sur ce point-là. Vous avez déclaré que l'exportation reste l'alternative pour sortir de cette crise. Oui. Et pourtant, les exportateurs se plaignent aujourd'hui de bureaucratie, de beaucoup d'entraves. Quelles seraient, selon vous, les réformes qu'il faut apporter pour faciliter un petit peu et pour aider, accompagner les exportateurs? Alors là, il faut lancer un plan Marshall pour l'exportation, sincèrement. Parce que quand vous voyez les chiffres avec le potentiel, prenez l'agriculture par exemple. Ce qui est exporté, allez, je prends un pays voisin, ce qui exporte en Russie, c'est 500 millions. Nous, on fait moins de 10 millions. Alors que la surface, nous sommes le plus grand pays d'Afrique avec la surface la plus large possible en termes de possibilités d'investissement. L'eau, elle est abondante, les infrastructures existantes. Pourquoi on ne fait pas? Bon, je pense qu'il y a un gros problème, il y a de grosses réformes à apporter déjà au niveau du système bancaire. Le système bancaire aujourd'hui, c'est un système qui n'est plus adapté par rapport à la réalité de notre économie. Et surtout, il ne permet pas réellement forcément l'accompagnement et le développement de l'exportation. Il y a plein de freins liés aux règles, aux autorisations, aux différentes. Bien sûr, il y a des efforts qui ont été faits, mais je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut réellement débureaucratiser complètement l'accompagnement à l'export. L'exportateur aujourd'hui subit des pressions. Il suffit on le voit malheureusement, il y a beaucoup d'échos négatifs par rapport à ça. Dès qu'il a un problème au niveau bancaire, on le voit directement comme quelqu'un qui a volontairement violé la loi. Alors que, vous savez, dans un processus, il y a la loi, il faut l'appliquer de rigueur, avec beaucoup de rigueur, mais accompagner les chefs d'entreprise et non pas forcément les mettre dans un coin comme des accusés pour rien. Il y a des erreurs, il y a des fautes, mais on se corrige quotidiennement. On s'occupe, mais juste pour rappel, le système bancaire aujourd'hui est un réel frein à l'accompagnement à l'exportation. Il n'est pas normal qu'on n'ait pas de banque à l'étranger, de banques algériennes à l'étranger. Il y a plein d'acteurs, il y a plein d'Algériens qui vivent dans des pays étrangers où ils n'ont même pas le moyen aujourd'hui d'aller envoyer ou recevoir quelque chose. Alors imaginez-vous un acteur économique qui part là-bas, transférer, payer un salarié qui va le recruter en local pour qu'il puisse réellement faire de la promotion au niveau de ces pays-là. Vous savez, ça c'est des actes de gestion qui appartiennent à l'entreprise. L'État ne doit pas interférer dedans. Bien entendu, l'État doit réellement être dans son rôle d'accompagnateur et veiller à ce que l'environnement permet réellement à ces chefs d'entreprise de penser et les pousser, l'accompagner, les financer pour aller à l'étranger même. Normalement. Oui. Bien. Question ? Vous avez aussi demandé, M. Habib, vous avez demandé la réflexion et la révision de revoir la gestion des subventions. Oui. Expliquez-nous un petit peu. Je pense que c'est pas moi personnellement qui ai inventé ça. Je pense que c'est un débat qui est là depuis des années. Mais on met bien sûr aujourd'hui le doigt dessus parce que c'est, à mon sens, quand on parle de crise, il faut qu'on ait les moyens à un certain moment de notre politique. Est-ce que c'est normal de penser à la subvention? Et surtout d'une manière courageuse, madame. On ne peut pas aujourd'hui se le cacher, dire qu'on est prêt, qu'on a les moyens de financer et de faire ce qu'on faisait avant. Financer, faire des déclarations, financer des choses qu'on faisait avant, ce n'est plus possible aujourd'hui. Il faut revoir complètement la manière dont les subventions, et peut-être quand on va les revoir, ils vont être encore plus utiles aux gens nécessiteux. Parce que généraliser aujourd'hui l'importation de blé aux 43 millions d'Algériens, je ne pense pas qu'il y ait 43 millions d'Algériens qui ont besoin forcément d'acheter le pain à 8 dinars et subventionner le pain à 8 dinars. Si quelqu'un est cadre, salarié, classe moyenne, il peut faire d'une manière... C'est un acte de solidarité réel envers la tranche de population la plus nécessiteuse.
comment réellement adapter ça. Il y a des modèles. Moi, je ne suis pas spécialiste de la question. Moi, je pense que laissons les spécialistes à penser. Mais d'une manière générale, le système de subvention, il faut complètement le revoir. Nous n'avons plus les moyens de financer tout ça. Importer le lait généralisé à l'ensemble des Algériens, c'est plus possible. Le blé, le prix du gasoil, pareil. Il faut revoir. Mais là, réellement, quand on fait ça, ça rendra certainement plus service à la tranche dont réellement a besoin. Et la question doit être surtout traitée d'une manière courageuse. Quand on avait beaucoup les moyens, vous savez, décider était facile. Le Trésor était là, il épongeait un déficit, il finançait, il refinançait. On a vu ça dans des entreprises, par exemple, qui ne sont pas viables depuis plusieurs années. Les entreprises publiques, malheureusement, il y en a réellement. Alors, on a toujours crié qu'il n'y a pas de différence entre privé et public. On a toujours épongé les déficits d'entreprises publiques quand il y avait des déficits, et on l'a fait pendant des années. Aujourd'hui, le privé, si on se réfère à ce qui est mentionné par la loi, nous sommes acteurs économiques, point, il n'y a pas de capital. Même le privé, à un certain moment, il peut ouvrir la réflexion de dire, même nous, on a besoin. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose dont le privé fait, mais juste pour rappeler que la subvention, elle n'est pas forcément sur les intrants directs de matières premières, mais elle est pensée d'une manière généraliste et elle est pensée surtout pas d'une manière économique. C'est plutôt des actes décidés par des politiques et sans aucune association, des experts, des chefs d'entreprise et des gens qui peuvent réellement apporter un plus dans la réflexion. Bien. Des administrateurs ont été installés au niveau des grandes entreprises dont les patrons sont en prison. Oui. Est-ce que vous estimez que cela peut sauver ces entreprises ? C'est déjà un bon acte. Nous, au sein du Forum, je pense lors de notre premier CE, début juillet, nous avons salué, quand l'information est déjà sortie, d'installer ce comité ad hoc par le ministère des Finances pour trouver des solutions. Et nous avons tout de suite salué la décision. C'est un acte. Nous sommes dans notre rôle. Nous sommes, quand il y a quelque chose de bien, on le dit d'une manière transparente. Et là, nous n'avons pas hésité à dire que c'est une première étape qui est positive, bien sûr. Et nous avons même manifesté notre disponibilité à apporter peut-être un écho de ce qui se passe un peu au niveau des chefs d'entreprise, par de l'expertise, par une contribution. Nous n'avons pas été invités, mais nous avons forcé, d'une manière totalement engagée, nous l'avons fait et nous avons manifesté clairement notre satisfaction et notre souhait d'être disponible pour cette action. C'est une bonne étape, mais il y en a d'autres qui doivent suivre. Au sein du Forum, nous avons toujours fait la différence entre le gestionnaire et la personne morale. Le gestionnaire, c'est une personne physique qui est responsable de ses actes. Vous savez, la loi doit être appliquée de rigueur. La loi doit être appliquée de rigueur. Mais au sein du Forum, nous défendons l'entreprise et non pas les personnes. C'est un rassemblement de personnes, mais qui portent des entreprises derrière, des emplois, des structures industrielles et autres. Justement, ces entreprises sont en difficulté actuellement parce qu'il n'y a pas eu le respect des règles de la gestion de gouvernance d'une entreprise. Oui. Il n'y a pas de conseil d'administration et c'est ce qui rend aujourd'hui la difficulté encore plus grande. Juste, moi j'insiste sur un point qu'il faut éviter l'amalgame. Aujourd'hui, ça c'est important, parce qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise, surtout privé, malheureusement, est diabolisé au quotidien. Le privé est un acteur qui crée de la richesse. Il ne faut pas le faire un procès d'intention dès le départ que c'est parce que l'autre a fauté, que tout le monde est dans le même sac. Non, moi je pense qu'il faut surtout éviter l'amalgame. Cependant, on l'a dit, Claire, que la loi doit être respectée, et c'est ce que nous tous nous aspirons aujourd'hui. Nous aspirons à une Algérie où réellement la loi sera de rigueur. Et beaucoup d'entreprises, alors là je ne peux pas bien sûr citer, parce que ça c'est quelque chose qui est en justice, nous ne prenons aucune position par rapport à ça, mais d'une manière généraliste, que de l'autre côté aussi, il y avait une très mauvaise gouvernance qui a fait que les gens aussi étaient à un certain moment victimes de ce qui se passait. Bien, merci M. Aguili. Des questions? Oui, allez-y madame. Par rapport aux administrateurs à la tête des entreprises en difficulté, oui. Voilà, en difficulté, que pensez-vous du fait qu'on ait désigné des administratifs étrangers à l'entreprise au lieu de chercher à trouver des administrateurs au sein du conseil administratif de l'entreprise
elles-mêmes qui sont peut-être au courant de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise? Je ne peux pas vous répondre parce que je pense même nos lois sont très... Oui, mais oui, je vais vous répondre. Mais juste pour rappel que même, je pense, les textes de loi, ce qui m'a été rapporté, alors je ne peux pas vraiment, si c'est faux, ça m'a été rapporté par quelqu'un qui connaît un peu l'environnement juridique, même nos textes de loi sont un peu pauvres par rapport à au traitement de ces problématiques. Nous n'avons pas beaucoup de solutions. Il y a 2 ou 3 solutions qui sont reprises d'une manière généraliste. Mais après, vous savez, un juge, s'il décide de nommer, il ne va pas nommer forcément quelqu'un de l'intérieur. Ils sont responsables de ce qui s'est passé. Peut-être ramener quelqu'un de l'extérieur, mais peut-être le mettre au sein d'un groupe de travail. Mais sur ça aussi, on ne peut pas se prononcer. Dire que c'est bien ou mauvais, peut-être on va leur laisser le temps peut-être qu'ils vont bien faire, hein, vous ne savez pas. Sauver des structures, des emplois, faire les priorités, et puis il n'y a pas de modèle type, ça dépendra de l'entreprise réellement. Comment elle a fauté, quel type de faute, qu'est-ce qu'elle a comme ressources, quel est l'impact réellement sur les décisions. Il n'y a pas de modèle type sur comment sauver. Ça vraiment, l'expert va se pencher sur le modèle de l'entreprise, sur sa spécialisation, sur ses moyens qu'il y en a, les intrants, les encours, et décider. Mais le principe de nommer déjà un administrateur, bien sûr, moi je pense que c'est un signe positif déjà. Qu'il y a une volonté de sauver. C'est déjà ce je pense qu'on garde comme un important point. Le reste, on va bien sûr suivre l'évolution. Mais les chefs d'entreprise qui étaient responsables, moi je pense que séparer l'entreprise de la personne. Entreprise aujourd'hui c'est un acteur économique, c'est une entité économique plutôt, qui a des ressources, qui a financé beaucoup de projets, des banques publiques. Il faut penser tout de suite à sauver les urgences et de sauver l'outil et en priorité les emplois. Bien. Des questions? Oui. Bonjour madame. De l'APS. Tout à l'heure, vous avez demandé est-ce que les secteurs stratégiques concernant la règle 51-47 soient définis par le gouvernement. Pour savoir les propositions de SIE dans ce cadre. Alors là, secteur stratégique, tout peut être stratégique, madame. Vous savez, dans l'agro-industrie, ça peut être stratégique dès qu'on a un site industriel important. Dans les services, une entité peut être stratégique parce qu'elle a beaucoup de clients et son impact est... l'ouverture peut être nocive aussi pour ces secteurs-là, mais il faut les définir, bien sûr. Mais après, entre nous, faire aujourd'hui comme secteur stratégique, nous, ce qu'on voit, secteur stratégique, on n'a pas 36, mais bien sûr, nous sommes producteurs de oil and gas, il faut préserver ça. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, je pense, la maintenir. Mais au niveau vraiment en production, mais les services pétroliers aussi, il faut les ouvrir. L'agriculture, pareil, ça peut être stratégique dès qu'on a un investisseur qui vient à 100 000, qui demande des 100 000 hectares. Mais même ça, à mon sens, n'est pas stratégique. Parce que quand on a un secteur où on a 3 gros acteurs, comme les télécommunications, allez, il est difficile de l'ouvrir pour en avoir 100. Dans tous les pays, on a 3 ou 4. Là, il faut préserver. Mais ce n'est pas à nous de le faire. Nous, on fait des propositions, mais nous plaidons pour l'ouverture, hein, clairement. L'ensemble, nous, si vous venez aujourd'hui demander notre avis, nous plaidons pour l'ouverture générale. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Constitution. La Constitution stipule clairement que la liberté d'investir, elle est complètement acquise par la loi. On rappelle juste ça. Hein, vous savez, personnellement, si on fait un bilan par rapport aux fermetures de secteurs, qu'est-ce que ça a apporté, madame ? Aujourd'hui, nous sommes le seul pays au monde où nous n'avons pas de banque à capital algérien privé. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fauté? Mais non, il faut mettre la loi, défendre à ce que la loi soit appliquée avec rigueur, mais ne pas fermer. Dans les différents services aériens et d'autres, pourquoi ne pas l'ouvrir? Et là, j'en passe, hein, vous savez, il y a des secteurs aujourd'hui où c'est soumis à des agréments, autorisations qui ne sont jamais obtenables. Jamais obtenables. Nous plaidons pour complètement alléger tout ça. Là où, et puis surtout, madame, d'une manière courageuse aussi le dire, là où il y a trop d'agréments, c'est un nid de corruption. Il faut le dire d'une manière courageuse. Pourquoi mettre énormément de freins? Par contre, mettez des lois qui doivent être appliquées avec rigueur. Là, je suis d'accord. C'est ce que nous aspirons tous pour ce que va être l'Algérie de demain. Bien. Oui. Monsieur, je voudrais revenir sur un point. Oui. Vous avez dit qu'au sein de l'FCE, vous avez évité de refaire les mêmes erreurs passées. Je parle ici de
à la veille de cette campagne présidentielle, est-ce qu'au niveau du FCE, il y aura réellement Jamais. aucune instruction? Alors, continuez même pas. Non, jamais. Quand au niveau de ce que vous avez dit qu'aujourd'hui, votre force est au niveau des wilayas. Il se peut qu'il y ait au niveau des wilayas quelques tendances ou bien vous allez laisser libre cours à vos adhérents. Non, écoutez, alors là, je suis comptable devant vous sur ça. L'engagement du forum aujourd'hui est complètement apolitique. On ne fera jamais, on ne va plus s'immiscer, ni le forum, ni ses structures, ni ses membres, dans toute action politique. Par contre, les gens sont libres de le faire. On n'est pas là pour freiner les gens. Vous savez, c'est de l'associatif qu'on fait. Si un gars veut faire de la politique, il le fera bien sûr de manière indépendante, mais en dehors du forum, sans utiliser le nom, les moyens, ni le réseau du forum. Ça, soyez-en certains, c'est un point acté au sein du forum, acté par l'Assemblée générale, acté par le Conseil exécutif, et c'est quelque chose qui sera appliqué avec rigueur. Merci. Oui, une question? Bonjour. Concrètement, vous avez dit qu'il y a une situation exceptionnelle, il faut trouver des solutions. Et quelles sont les solutions aujourd'hui que propose le forum? Est-ce que vous avez rencontré des responsables des ministères ou pas? Et quelles sont les solutions que propose le forum? Une et deux, mais au-delà de la conjoncture actuelle, en fait, la situation du secteur du BTPH ne date pas du déclenchement du mouvement populaire, bien avant. Il y a le résultat d'une certaine politique que le forum lui-même a soutenue. Et aujourd'hui, et malheureusement, cette politique fait qu'on a construit des millions de logements et des kilomètres de route, et malheureusement, on n'a pas construit un outil de réalisation digne de son nom, capable de lever des fonds à l'étranger ou en Algérie. Aujourd'hui, quelle est la réflexion du forum sur ce sujet-là? La deuxième question par rapport à la règle 51-49, vous avez dit que c'est un bon signal, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ce signal, dans la conjoncture actuelle et dans l'état de la gouvernance du pays actuel, est-ce que c'est un signal suffisant? C'est ma deuxième question. Merci. Alors, Non, pour la première question liée à l'impact de la crise et surtout son ancienneté et le constat que réellement ça n'a pas permis, malgré l'ampleur de la commande publique, ça n'a pas permis de faire émerger des champions par métier, par secteur et tout ça. Non, contrairement, il y a des entreprises qui sont bien structurées, des privés qui sont bien structurés, mais aujourd'hui ils subissent de plein fouet. Vous savez, quelqu'un n'est pas payé. Comment il peut faire face à un quelconque développement? Quand quelqu'un, du jour au lendemain, il avait une projection, des encours et tout ça, et tout est arrêté, comment il va faire réellement une projection? Mais je suis d'accord qu'on n'a pas pu permettre la création réellement de grands champions. Mais ça, c'est un constat amer qu'on fait, malheureusement. Pour dire quelle est la solution, moi j'en ai parlé de quelques solutions. Moi je pense que sensibiliser déjà les banques à accompagner les chefs d'entreprise et les entreprises en difficulté dans ce processus. Ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les échos que nous avons, alors à coup de dizaines, même, je dirais même centaines, qu'ils n'ont pas forcément un accompagnement par des banques. Je sais pas, ça, vraiment, c'est un constat qu'il faut peut-être éclaircir. Mais c'est pas un jugement envers la banque du tout. Là, les banquiers, vous savez, il doit préserver, il doit appliquer les règles prudentielles de la banque, qui doivent être appliquées avec rigueur, mais juste pour dire, peut-être sensibiliser par les pouvoirs publics, étant propriétaire des banques publiques, sensibiliser les banques à accompagner aujourd'hui dans cette période difficile les investisseurs. Parce qu'il y en a qui avaient des encours avec les banques, ils demandent un échelonnement, il n'est pas forcément accepté, ils demandent un petit rallonge, il n'est pas forcément accepté. Mais je pense que ça, c'est un point important. Les autres points liés à l'ouverture, complètement. Il faut ouvrir les entreprises pour qu'elles puissent permettre réellement de se diversifier. On ne peut pas aujourd'hui garder le même modèle, à savoir autorisation, agrément, allègement.
D'une manière générale, il faut s'adapter par rapport à la situation. On a parlé de situations exceptionnelles, il faudrait qu'on puisse réellement s'ouvrir le monde. Vous avez parlé de votre deuxième question de la loi 51-49. J'en ai, je pense, expliqué tout à l'heure, je vais encore le dire avec force, que nous avons toujours défendu ça. Le temps nous a donné raison. Au sein du forum, depuis 2009, depuis 2009, ah écoutez, non, ça, on peut rester en contact, montrez-moi... Ah non, on a là on peut vous remettre des dizaines de documents sur ça. Les notes de conjoncture qu'on a remis au plus haut niveau aux décideurs. C'est écrit noir sur blanc, on peut vous les remettre. Même ça, pardon ? Ah, écoutez, moi je vous dis, on peut vous remettre des dizaines de documents. On ne parle pas de un, on ne parle pas de deux. Je peux vous remettre avec grand plaisir, Rani va vous transmettre le manifeste, qui est un document épais quand même, qui a coûté très cher au forum et qu'on a remis au Premier ministre, aux plus hautes autorités de l'État. Mais pareil, parlez-moi aujourd'hui de ça, je suis très à l'aise par rapport à ce point-là et je le dis, je le répète, depuis 2009 maintenant, si à une situation, à un secteur donné, à un exemple donné, à un cas donné, il y a eu une prise de position par rapport à ça, moi je vous parle de la position du forum par rapport à toutes les propositions qui ont été faites et c'est confirmé depuis que je suis président du forum. On l'a dit pratiquement les premiers jours. Les premiers jours, on a dit qu'il faut abroger, alléger complètement la procédure, comment réellement capter ces investisseurs étrangers. Vous savez, c'est très important pour nous. Il ne faut pas dire que nous n'avons pas besoin d'étrangers. Nous avons besoin, et l'État n'est pas là pour interférer sur un pourcentage, de décider entre moi et entre l'investisseur de donner 51. Ça, c'est des décisions souveraines entre partenaires. Si moi, je vais porter un projet avec un partenaire, si je le vois qu'il a vraiment une expertise, ben je lui donnerai la majorité sans aucun problème. Mais si peut-être on a des opportunités où un étranger vient complètement financer le projet, il a besoin d'un partenaire algérien juste pour l'accompagner, il lui dit, moi je vous donne 10%. Et moi je vous finance 100% du projet. Mais pourquoi nous on est là pour... la loi intervient pour interdire ça? Les entreprises de famille à l'étranger, qui sont 4, 5 générations, qui existent depuis 2 siècles, ils ont des règles où le nom est porté, le nom de leur entreprise, c'est leur nom. Ils n'acceptent pas forcément d'être actionnaires, d'être associés avec quelqu'un d'autre. Et par contre, on les voit activés dans 60 pays. On les voit activés autour de nous. Est, ouest, sud, mais pas chez nous. Alors que c'est visible l'Algérie sur une carte. Pourquoi? Bon, je pense que toutes ces questions, il faut les dire. Mais juste, je confirme la position du forum. Elle est pour complètement l'abrogation de cette loi, l'adapter par rapport aux réalités de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on appelle secteur stratégique? Il y a des secteurs sur lesquels que le privé n'a même pas les moyens d'y aller. On a besoin peut-être d'un État derrière pour des gros investissements. Mais d'une manière générale, l'ouverture, elle est aujourd'hui de rigueur. Le modèle de fermeture a prouvé son échec. Il faudrait qu'on soit inspiré par des modèles qui ont prouvé leur succès et n'ont pas prouvé leur échec. Et alors là, il y en a 10 à la douzaine, on peut s'en inspirer. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'elle est suffisante pour attirer? Non, elle n'est pas suffisante. J'en ai parlé tout à l'heure en disant que c'est un premier pas. C'est un premier pas. Elle n'est pas suffisante. Par contre, elle donne quand même un petit message d'espoir parce que c'est une règle, pour rappel, elle devait être constitutionnalisée. Alors, si aujourd'hui, c'est un message très positif, les gens peut-être n'arrivent pas à donner, à apprécier l'importance de l'impact de ce message. Aujourd'hui, on parle de financement qu'on doit trouver ailleurs. La planche à billets égale inflation. Heureusement qu'ils l'ont arrêté. On doit aller chercher des financements. On doit chercher les financements, on doit chercher les bailleurs de fonds qui doivent être partenaires. Mais si on en a tellement besoin, on ne doit pas cloîtrer des règles qui sont directement, je dirais, dans l'exclusion du capital étranger. Nous devons mettre tout en place
d'accompagner ce capital. Et ça doit être pris en charge par les plus hautes autorités de l'État jusqu'au dernier représentant de l'administration. Bien. Vous proposez aussi, M. Abli, pour accompagner les entreprises dans l'état actuel de l'économie, de lever la pression des caisses. Est-ce que vous voulez dire que les chefs d'entreprise ne doivent plus cotiser pour les travailleurs? Pas du tout, je n'ai pas dit ça. Expliquez-moi. Alors, là, on parle vraiment d'une période exceptionnelle, d'une situation exceptionnelle. On a le choix. Nous, c'est une proposition peut-être de faire. Ça s'est fait ailleurs. Ça s'est fait. Il y a des modèles, il y a des pays qui l'ont fait. Accompagner, financer complètement pour maintenir l'emploi. Mais nous, on ne parle pas d'aujourd'hui d'intervenir d'une manière généraliste du tout. D'ailleurs, si je parle du privé, le privé a toujours cotisé. Tout n'a jamais... quand les choses marchent bien, mais aujourd'hui, les choses marchent mal. Et c'est une conséquence d'une mauvaise gouvernance. C'est une conséquence de décisions qui ont été prises, pas forcément d'une manière économique. Je ne vais pas dire qu'ils doivent assumer, pas du tout. Mais juste de rappeler qu'un message fort d'accompagnement pour maintenir les emplois est important et de rigueur aujourd'hui. Une des propositions, ça peut être un moratoire. Quand je dis un moratoire, ce n'est pas l'annulation forcément, mais un moratoire. Un moratoire pour alléger, arrêter peut-être les pénalités, surtout les pénalités de retard, alléger, faire un échéancier. Vous savez, mais on ne parle pas du tout de modèle. Nous avons toujours, en tant que chef d'entreprise, nous avons toujours cotisé, on le cotisera toujours. C'est je pense, quelque chose qui se fait ailleurs. Si on part travailleur, nous allons le faire. On ne va pas demander des choses qui sortent un peu du contexte ni de la logique. Par contre, un coup de pouce aujourd'hui par les pouvoirs publics pour soutenir surtout les emplois est quelque chose d'important et quelque chose qui donnera, je pense, une lueur d'espoir pour les entreprises. Et on a bien sûr d'autres actions. Oui. Par rapport à la dernière université d'éthique qui s'est déroulée à l'Ouest, oui. il y avait un appel fort qui avait été lancé. Il y avait, pardon? Un appel. Très bien. Celui de privatiser certaines entreprises, secteur public. Est-ce que le FCE d'aujourd'hui est sur la même démarche? Je ne pense pas qu'on ait parlé de privatisation, on a parlé de partenariat public-privé. C'est différent. C'est différent. Non, privatiser, c'est au bon vouloir du partenaire. Partenariat. Le mot partenariat est important. Après, entre nous aujourd'hui, ces entreprises publiques qui, je pense, il y en a bien sûr qui réussissent. C'est pas un constat général. Mais ces entreprises dont le Trésor intervient depuis 10 ans ou je ne sais combien d'années pour éponger un déficit. Est-ce qu'aujourd'hui, économiquement, viable? Est-ce que c'est viable économiquement? Non. Pourquoi avoir juste, peut-être retenir le mot privatisation? Pareil, nous devons réellement être dans une posture de la non-diabolisation du privé. Le privé est un acteur économique. Courageux, parce qu'aller maintenir le travail et les investissements dans des périodes critiques, aller se battre contre une administration lourde, aller aujourd'hui se battre contre une concurrence déloyale, moi je pense qu'il faut rendre hommage au privé, ne pas le diaboliser. Et puis, si cette opportunité, elle se vend, qu'elle se vende d'une manière honnête, d'une manière transparente, si elle doit être privatisée, mais ne pas le faire comme ça l'a été à un certain moment. Mais juste rappeler que c'est un acteur économique qui doit penser à une concurrence loyale, qui doit penser à être concurrent plutôt loyal, qui doit réellement penser aux résultats. Citez-moi une entreprise publique qui a donné des dividendes à l'État. Pareil, nous ne sommes pas en train de diaboliser. Bien au contraire, nous faisons un constat pour un acteur économique, point. Parce que l'État a longuement défendu la non-différence entre privé et public. Aujourd'hui, elle doit être appliquée de rigueur. Mais il ne faut pas avoir de sentiment, je dirais, pour le public et non pour le privé, ou pour le privé et non pour le public. C'est un acteur économique. S'il est bon économiquement, bien. Et s'il n'est pas bon économiquement, il subira les mêmes conséquences que n'importe quel acteur économique.